Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anaïs Belloissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle députée de Lyon. Alors vous organisez avec les trois autres députés du nouveau Front Populaire un rassemblement festif et populaire ce soir, place Ambroise-Courtois. Quel est le sens de ce rassemblement des différentes diversités de la majorité, enfin de nouveau Front Populaire? Vous allez faire lapsus révélateur. Mais alors, c'est une volonté de faire notre rentrée politique collective. C'est évidemment un moment qu'on veut festif, mais aussi politique, avec un certain nombre de prises de parole sur la situation actuelle. Ensuite, on va faire des tables de l'engagement pour continuer à essayer de coopter des militants qui seront sur le terrain pour les prochaines batailles que nous allons à la fois assumer à l'Assemblée nationale, mais à Lyon aussi. C'est évidemment en fait une méthodologie maintenant qu'on s'est mis ensemble, de travailler ensemble, d'avoir des points ensemble et de pouvoir avoir une voie commune à Lyon. En tout cas, c'est la ligne qu'on se fixe et qu'on respecte avec cette rentrée politique collective. Le LFI manquait d'incarnation à Lyon, avec vous désormais député. Qu'est-ce que ça va changer au sein de la majorité? Je pense que ça met en place une interlocutrice, tout simplement, une personne qui peut accueillir la parole des partenaires, peut discuter. Je pense qu'aussi ça met... parce que vous savez, je considère que le NFP, c'est comme une famille. Chacun a son profil, chacun a sa manière de voir les choses. Et je pense que avoir une insoumise dans les rangs, ça permet aussi d'avoir un peu plus de radicalité sur certains sujets, aller peut-être plus loin, aller avoir d'autres méthodologies aussi d'interpellation, de mobilisation. Et je pense que du coup, ça rend la chose plus plurielle et plus combative, en tout cas. On a entendu au conseil municipal hier Nathalie Perrin-Gilbert, votre ancienne alliée, dénoncer des écologistes qui deviendraient hégémonistes, ou Sandrine Runel s'inquiétait effectivement d'une majorité qui se referme autour des écologistes. Vous restez en retrait de ces débats-là. Vous ne demandez pas un rééquilibrage des rapports de Moi, force. je pense que déjà, il y a assez de choses sur le terrain qui nous inquiètent, qu'il faut aussi qu'on ait un temps de discussion sur cette séquence-là qu'on vient de vivre, puisque vous savez que à Lyon, on a fait 4 sur 4, qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire n'est pas à Matignon. Pourtant, c'est lui-même qui a gagné les élections législatives, qu'on se retrouve avec un gouvernement dont les personnes ont fait 6%, enfin, dont le parti a fait 6% aux élections législatives et qui ne représente absolument pas ce qui se passe dans notre pays et la volonté des électeurs d'avoir l'application du programme du nouveau Front populaire. Donc je pense qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de tout ça, et je pense surtout qu'il faut rester, du moins avoir une ligne conductrice et s'y tenir. Vous, en tout cas, vous n'avez pas d'ambition municipale, locale Je sens bien que particulière. c'est votre marotte de me poser cette question, et en réalité, moi, vous le savez, je suis nouvelle élue, c'est mon premier mandat, je compte le faire correctement et je compte y consacrer tout mon temps. On voit dans le progrès aujourd'hui Gabriel Amar monter un peu au créneau face à Cédric Van Stevendel et dire qu'il sait lire des comptes des collectivités, il sait qu'il y a de l'argent et c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dehors à Villeurbanne. Je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de ce qui se passe sur le territoire en termes d'hébergement, parce que je sais que c'est là où vous voulez aller. Mais Mais vous interpellez la nouvelle ministre du Logement plutôt oui, que le maire de tout à Lyon. fait, parce que vous savez, la dernière grande loi sur le logement, c'est 2007. Et dans son article premier, il est écrit que la mise en œuvre du fait de garantir le droit au logement, c'est une mise en œuvre garantie par l'État. Donc, quand on parle de garantie par l'État, c'est aussi donner les dotations aux collectivités territoriales pour appliquer ce droit au logement. En l'occurrence, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Donc, si vous prenez le problème à l'envers, ça ne va pas résoudre le problème. Le problème du droit au logement, c'est un problème de dotation vis-à-vis des collectivités territoriales, et c'est un problème d'investissement de l'État sur cette question. Aujourd'hui, on a 330 000 personnes qui sont sans abri, 4 millions de personnes qui sont mal logées ou pas logées. Et surtout, tous les soirs, on a plus de 1300 enfants qui dorment à la rue. C'est aujourd'hui, ça, c'est un état de fait. C'est pas moi qui ai sorti les chiffres comme ça, c'est la Fondation Abbé Pierre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde le nombril, ou on essaye de porter collectivement des mesures. Et donc, ça passe par interpeller les ministres, ça passe par avoir une bataille sur le PLF, donc le projet de loi de finances, et ça passe par le faire collectivement. D'ailleurs, sur ce sujet, vous rejoignez l'autre députée lyonnaise, Marie-Charlotte Garin, écologiste, qui est très investie sur la question du logement. C'est un peu le gang des Lyonnaises
À la commission des affaires sociales? Effectivement, on est toutes les trois avec Sandrine Runel et Marie-Charlotte Garin en commission des affaires sociales. Et effectivement, on nous appelle le gang des Lyonnaises. On a évidemment des champs collectifs d'action. Hein. On va travailler sur le logement ensemble, sur les enfants aussi, puisque on le voit notamment avec les enfants qui sont logés dans les écoles que ça devient une problématique lyonnaise, mais c'est aussi une problématique nationale. Le baromètre de l'UNICEF va sortir sur les enfants qui dorment à la rue. Donc c'est un sujet éminemment politique de se saisir de ça. Et je pense que à la fois avec Marie-Charlotte Garin qui a déjà travaillé sur ces questions, Sandrine Runel qui a quand même largement travaillé sur les questions de logement, on peut tout à fait envisager une mise en avant de cette thématique et puis voir comment on peut travailler et légiférer sur cette question. En tout cas, on voit que vous défendez vraiment une logique d'union de la gauche à Lyon. Comment vous voyez un peu les dissensions qui apparaissent, que ce soit à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne, à Saint-Fond, à Vénissieux, où les Insoumis ont fait des résultats électoraux assez impressionnants et qu'on voit bien que les équipes locales des Insoumis ont des ambitions municipales? Moi, je pense qu'il y a un truc de... il faut avoir chaque séquence après chaque séquence. Là, effectivement, on parle beaucoup des municipales. Et parce que tout le monde sait lire une carte électorale et les résultats qui en découlent. Ça, c'est pas un problème. Effectivement, je pense qu'il va falloir travailler à penser une cartographie des rapports de force politiques dans la métropole de Lyon et à Lyon. Ça, c'est inévitable. Mais je dis dis pas... des maires et les filles. Non, je ne dis pas qu'en fait, il ne faut pas que ce soit fait dans le respect des uns et des autres et des partenaires. Je veux dire, on en a déjà parlé, vous et moi, sur cette question. Moi, je suis très attentif au fait d'être responsable devant les électeurs. C'est-à-dire qu'il y a moins de 3 mois, nous nous sommes portés collectivement sur un projet, celui du nouveau Front populaire, pour être une alternative possible, pour que les gens se mobilisent contre l'extrême droite, pour qu'ils aillent voter. Et on a une responsabilité, c'est de ne pas décevoir les électeurs. C'est d'être responsable. Parce que la prochaine fois, c'est quoi? C'est l'abstention ou l'extrême droite. Eh bien, ce n'est pas mon projet politique. Mon projet politique, c'est celui du nouveau Front populaire. Et donc, chacun, il faut qu'on soit en conscience et en responsabilité pour appliquer collectivement une politique qui répond à la dignité humaine et qui répond aux envies des uns et des autres. Vous êtes prête à soutenir Michel Picard à Vénissieux, Hélène Geoffroy à Vaux-en-Velin? Ce sera des discussions, mais je pense que c'est pas moi à ma petite échelle qui va dire oui, on va faire ci, on va faire ça. Ça va être des discussions qui vont être nationales, vous le savez comme moi, et qui vont répondre à des enjeux de réalité. Aujourd'hui, oui, il y a une réalité, et il faut les prendre en considération. Et la réalité, c'est que LFI est très forte dans les quartiers populaires. Pour l'instant, on n'a aucune figure locale forte. Pas que dans les quartiers populaires. Je veux dire, faut aussi arrêter avec cette dénomination. Je veux dire, notre programme, c'est l'augmentation du SMIC. Tout le monde est concerné par le SMIC. C'est le blocage des prix. Tout le monde est concerné par le blocage des prix. Donc, il ne faut pas non plus aller sur ce terrain. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment, les quartiers populaires se déplacent pour aller voter. Se sont déplacés pour aller voter. Pour un projet du nouveau Front populaire qui était un programme de rupture et ambitieux. Parmi les autres sujets que vous allez investir à la Commission des affaires sociales, en particulier le handicap, oui. Finalement, vous avez découvert qu'il y avait une ministre... Secrétaire d'État. Secrétaire d'État hier, que vous aviez croisée en commission hier même. Oui, je l'ai croisée en commission et je pense qu'elle était elle-même pas au courant qu'elle allait devenir secrétaire d'État puisqu'elle a siégé en commission et voté le texte d'approbation de la sécurité sociale, enfin, le texte budgétaire sur la sécurité sociale. Moi, je pense que c'est bien de se réveiller. Parce que je considère que l'absence d'un ministère ou d'un secrétaire d'État au handicap, c'est une faute politique majeure. On vient d'accueillir les Jeux paralympiques. On a su visibiliser des athlètes, on a su visibiliser des disciplines, et on se rend compte que ça ne sert aucunement de leçon. Sauf que moi, je pense que c'est une victoire des associations et des personnes en situation de handicap qui est cette secrétaire d'État, puisqu'ils ont appelé à de nombreuses reprises que le gouvernement prenne la mesure de l'absence du handicap dans ce gouvernement. Et surtout, c'est qu'il y a énormément de choses sur lesquelles travailler. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de loi sur le handicap. La dernière, c'était le 11 février 2005. 20 ans qu'on n'a pas eu de grande loi qui permet d'améliorer le quotidien de 9 millions de personnes. Parce que c'est 9 millions de personnes dans notre pays qui sont en situation de handicap. Donc, il y a énormément de travail à faire sur l'éducation. En réalité, le handicap, c'est assez transversal. Comme question, il y a l'emploi, il y a l'éducation, il y a le logement. Et
c'est là où je pense que ma bataille sur le logement va rejoindre celle sur le handicap, c'est sur l'accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap. Et la loi Elan, elle ne garantit pas en réalité l'accessibilité dans les nouvelles constructions pour les personnes en situation de handicap. Et ça, je pense que ça va être une de mes premières batailles à l'Assemblée nationale, c'est abroger l'article 64 de la loi Elan. Logement, handicap, ce sont les deux sujets sur lesquels on vous entendra le plus à l'Assemblée nationale, ou il y a d'autres Non, il y a d'autres thématiques sujets, d'engagement évidemment, que j'ai envie de travailler sur ces deux sujets parce que je pense qu'ils sont éminemment importants, mais je vais prendre la mesure de ce qui se passe dans notre pays aussi. Il y a une mobilisation sur la protection judiciaire de la jeunesse avec la suppression de 500 postes. J'interpelle le garde des Sceaux sur cette question. Il y a aussi la question des inspecteurs du travail et des morts au travail. J'interpelle le ministre du Travail sur cette question. En tout cas, j'essaye à chaque fois, par rapport à ce qu'on me dit sur le terrain et les préoccupations des citoyens et des habitants de la première circonscription, de mener des sujets à l'Assemblée nationale qui sont leurs préoccupations majeures. C'est mon rôle d'élu et je l'assume. Votre prochaine actualité, c'est mardi prochain, le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Tout à fait. Vous allez l'écouter avant de décider de voter la motion de censure, ou vous allez d'ores Alors et déjà moi, déjà je suis voter pour tout à fait écouter ce que va dire le Premier ministre. J'ose imaginer qu'il ne va pas monter l'eau chaude et qu'en réalité, ce qu'il va porter, c'est la continuité de la politique néolibérale que porte Macron depuis 7 ans. Puisque vraisemblablement, si M. Barnier est là, c'est parce que M. Macron voulait d'une politique libérale. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas à Matignon. Ça, c'est la première des choses. Donc moi, je vais écouter ce qu'il a à dire. Par contre, je regrette le profil des ministres, qui sont quand même pas ceux qui portent les questions sociétales. Je veux dire, M. Barnier, il a quand même voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Il a voté contre le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Un certain nombre de ministres ont participé aux manifs pour tous. Je veux dire, ce n'est pas l'objectif de société que je me fixe. Donc vous allez censurer? Bah oui, je vais censurer. Comme l'ensemble de la gauche censurera, comme le nouveau Front populaire le fera, parce que on considère que Emmanuel Macron a fait un déni de démocratie très, très, très grave, et qu'en réalité, ce gouvernement, il n'est pas ce que les électeurs ont voté. En nous portant majoritaire, en tout cas une majorité relative, après ces Vous auriez sans doute été censuré de la même manière. Personne ne peut le voir. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi M. Macron ne l'a pas fait, à votre avis? Peut-être parce qu'il avait peur que ça passe. Sinon, moi, j'aurais été lui. Je veux que le nouveau Front populaire n'ait pas à Matignon, ne soit pas au gouvernement. Je les mets, juste pour voir. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, à votre avis? Parce qu'il avait un doute. Pertinemment parce qu'il avait un doute que ça puisse passer, pertinemment parce qu'il avait peur qu'on mette le SMIC à 1600, qu'on porte des valeurs sociales et sociétales, et il ne l'a pas fait parce qu'il savait que ça allait passer. Anaïs Loubet-Lossa, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Royaume.